Dans la première partie de cet épisode, nous avons parlé des risques et opportunités de la transition bas carbone pour les entreprises avec Clément Roland, consultant carbone chez Axio. Clément nous a notamment parlé du travail entrepris avec le centre Juno Beach et nous a donné les ingrédients d'une transition bas carbone réussie à ses yeux. Pour cette deuxième partie, nous allons pouvoir entendre le retour d'expérience de Maxime Boucher, directeur adjoint du centre Juno Beach. Ce musée a démarré sa démarche depuis quelques années seulement, mais s'engage avec enthousiasme et proactivité dans son parcours de transition bas carbone. Des actions significatives ont été mises en place au sein du musée et les résultats sont déjà là. Bonne écoute! Alors, bonjour Maxime, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous parler du centre Juno Beach? Bonjour Suzy. Donc, le centre Juno Beach, c'est le musée canadien des plages du débarquement en Normandie. C'est un musée qui rend hommage aux combattants canadiens de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans une stratégie climat pour votre entreprise? Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette démarche finalement? Donc, la démarche de développement durable et de projet RSE au centre Juno Beach, c'est quelque chose qui a été démarré grâce, si je puis dire, au Covid, parce que on a eu un peu de temps pour se poser des questions un peu fondamentales sur notre activité, sur notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est à partir de là que on s'est motivé en interne à faire un premier bilan de gaz à effet de serre pour tout simplement faire une photographie de ce que représentaient les émissions du musée. Et donc, ce premier bilan de gaz à effet de serre a été pour nous une clé d'entrée sur un plan global à 360 degrés beaucoup plus large, qui aujourd'hui repose sur quatre grands piliers que sont donc le premier pilier, c'est réduire l'empreinte environnementale et favoriser l'émergence d'une économie circulaire. Ça met en avant la notion de sobriété. Le deuxième pilier, c'est la question du ralliement, c'est s'engager envers les visiteurs et les collaborateurs. Le troisième pilier, c'est la question de la préservation, c'est comment agir pour la biodiversité. Et le dernier pilier, le quatrième, c'est la notion d'entraide. C'est comment on agit avec les autres. Peut-être un petit peu d'histoire sur ce sujet-là. Donc, le bilan de gaz à effet de serre qui a donc été notre clé d'entrée, on a pu la réaliser entre autres grâce à un partenariat qu'on a pu mettre en place dès 2020 avec une entreprise qui s'appelle Axio, qui est aujourd'hui une entreprise qui fait partie de nos parties prenantes régulières au niveau institutionnel. Et à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que Axio nous a permis de structurer et de cadrer les bilans de gaz à effet de serre qu'on avait fait de manière un petit peu artisanale à la base. Et grâce à leur savoir-faire et à leurs outils, on a pu avoir quelque chose de conforme à la norme BGS. Et voilà, ça a été vraiment notre point de départ sur ce plan à 360. Alors maintenant, sur le sujet de ce podcast qui est sur les risques et opportunités, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les plus grands risques que votre entreprise a? Quels sont les plus grands risques que le changement climatique fait peser sur votre structure? En quoi c'est une menace pour votre activité? Alors, le centre Juno Beach, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un site culturel qui est positionné sur une petite péninsule. Autrement dit, c'est un site qui est entouré d'eau à peu près à 300 degrés, on va dire ça comme ça. Au nord, vous avez la mer. Au sud, vous avez la Seule, une petite rivière qui coule au sud du musée. Et à l'est, vous avez le port. Donc, la Seule donne sur le port, qui donne sur la mer. Que la montée des eaux, pour nous, en Normandie particulièrement, qui est une région qui va être très touchée par la question des montées des eaux et qui y est déjà, forcément, la question de cette montée de la mer, c'est pour nous une problématique primordiale puisque il en va clairement de l'activité ou pas du musée, puisque tout peut s'arrêter du jour au lendemain avec la montée des eaux. Ça pose aussi les questions, risques, les questions liées à la problématique de l'eau, parce qu'effectivement, on est sur une région qui a la Normandie qui est quand même assez régulièrement arrosée. Mais il faut quand même comprendre que depuis quelques années, on subit, comme beaucoup de départements et de régions en France, des restrictions d'eau parce qu'il y a plus suffisamment d'eau, parce que les limites, les nappes phréatiques sont très très basses. Et donc on n'est pas non plus insensible à cette thématique-là. Un autre point qui me semble important de préciser ici, c'est la question des phénomènes météorologiques. On est sur un site qui est en fond de mer. Forcément, qui dit mer dit beaucoup de tempêtes, beaucoup d'inondations, beaucoup de vent, et tout ça fait que c'est aussi un risque qu'il faut absolument qu'on intègre dans notre développement,
parce que un exemple très concret, on organise des visites des bunkers quotidiennement dans l'année au musée. C'est les guides canadiens qui proposent ça à nos visiteurs. Et bien régulièrement, de plus en plus, on a les bunkers qui sont inondés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a du temps salarié pour aller vider les bunkers, enlever toute l'eau des bunkers pour que l'exploitation puisse continuer. Donc ça, c'est des risques qui, pour nous, ont un coût, pour l'instant minime, puisque pas forcément d'ampleur extrême. Mais ce que nous dit GIEC, c'est que plus les années vont passer et plus les phénomènes extrêmes vont intervenir de manière régulière. Donc c'est un risque qui est absolument à anticiper. Et tout ce qui va avec ça, les phénomènes météorologiques, c'est aussi les risques liés, par exemple, aux chaleurs extrêmes, qui fait que on aura peut-être moins de visiteurs. Il y a les risques aussi liés à la dégradation du site, parce que le site, comme ça, un front de mer, eh ben, il va forcément être plus soumis avec des tempêtes régulières ou des chaleurs extrêmes à des besoins de travaux, ce qui va représenter un coût important. Et on peut citer aussi, pour terminer, peut-être la question de la baisse du tourisme, parce que c'est aussi le cœur de notre activité. Qui dit phénomène extrême, qui dit tension géopolitique, dit moins de tourisme et donc moins d'activité. Donc, il faut comprendre que le Centre Juno Beach, c'est une association qui a un équilibre économique qu'il faut aller chercher et qui est fin. En fait, c'est un équilibre qui est relativement fin. Et la moindre petite perturbation sur ce modèle économique peut complètement bouleverser le modèle économique de l'institution. Et donc, il nous semble primordial de s'imprégner en fait, de ces dérèglements climatiques qui vont se présenter à nous pour essayer déjà de réduire notre impact, pour limiter ce changement, et puis essayer d'anticiper au mieux ce genre de problématiques qui vont nous arriver, c'est ça, sous peu, et qui commencent déjà. Oui, tout à fait. C'est ce que vous dites avec déjà l'inondation des bunkers. Donc, c'est déjà présent, c'est déjà là. Et ça va faire que s'accentuer, malheureusement, si on reste sur cette pente-là. Avant de parler quand même du positif, on va dire des opportunités que ça a pu représenter, est-ce que vous pouvez nous parler de la mise en place de votre stratégie climat et des actions que vous avez entreprises déjà? Alors là, c'est un sujet vaste. C'est un sujet vaste puisque depuis 2001, beaucoup de choses se sont passées. Alors pour la question de la mise en place de la stratégie climat, ce qui s'est passé, c'est que au début, on a une fois qu'on a écrit nos pensées sur papier, on a essayé de motiver notre équipe, donc de se fédérer collectivement autour de ce projet, en se formant pour se mettre tous sur le même niveau d'information pour bien comprendre la problématique de fond que sont les dérèglements climatiques. Donc, on a commencé par se former et on continue sur le long cours à se former en interne sur des thématiques bien diverses. Donc, il y a eu c'est quelque chose qui n'a pas forcément, la mise en place du plan de développement durable, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été facile à faire, puisque voilà, ces enjeux-là, il faut que tout le monde les comprenne et des fois, des tempéraments qui font que c'est moins facile ou moins facilement absorbé comme thématique que d'autres. Donc, il a fallu s'adapter et je pense que l'adaptation, c'est une thématique primordiale si on veut continuer dans le monde qui va se présenter à nous. Donc, on a réussi à s'adapter comme ça en se formant. Ça, c'est le premier point. Et à partir de là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent au Centre Juno Beach s'imprègne de cette thématique et prenne conscience qu'elle fait du développement durable. Autrement dit, on n'a pas voulu dire on a créé un pôle RSE ou que sais-je, un pôle développement durable ou quoi que ce soit qui sera isolé dans son coin. Ce qu'on a imaginé nous ici au musée, c'est que chacun à son niveau fasse des efforts sur son activité. Moi, une de mes activités au musée, c'est la gestion de la boutique. Eh bien, je questionne mon modèle économique et la manière dont je travaille au regard du développement durable. Ma collègue à la communication va faire le même travail. Comment on peut faire de la com un peu plus responsable? Comment on peut faire de l'événementiel plus responsable? Ma collègue des réservations, elle, va se poser la question de comment on sensibilise toujours plus nos visiteurs avec, par exemple, la mise en place des tarifs bas carbone dédiés aux groupes scolaires ou aux groupes qui viennent chez nous. Ma collègue de la médiation, elle va imaginer dans le parcours visiteur, si vous voulez, comment on peut apporter des notions, faire le lien entre l'histoire et la racine de pourquoi on est là, en fait, et les questions de développement durable. Donc, par exemple, elle a réussi brillamment à intégrer dans le parcours jeune qui s'appelle Explore Juno, elle a réussi à intégrer dans ce parcours des questions
qui font le lien entre, par exemple, comment on faisait du recyclage hier, pendant la guerre, et pourquoi on a tout intérêt à aujourd'hui aussi faire beaucoup de recyclage, étant donné les tensions qu'il peut y avoir sur certaines matières premières. Donc, on a essayé vraiment à tous les niveaux de se dire, bon, on continue à développer notre activité, mais avec ce regard, avec cette distance et ce filtre, en fait, développement durable, enfin développement plus durable. Et donc, au niveau de la stratégie climat, donc forcément, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais une chose qui a été faite assez récemment et qui, pour nous, est quand même source de valorisation, c'est que on a été retenu, par exemple, dans une démarche que propose l'ADEME qui s'appelle le dispositif Quanti-GES, à travers lequel on a pu éprouver des choses qu'on avait mises en place au musée. On peut parler, par exemple, de l'éco-conception de l'affichage, de l'éco-conception, d'une exposition temporaire au musée. C'est une exposition qu'on a éco-conçue à peu près à 95-96%. J'aime pas trop donner des chiffres comme ça, mais il faut retenir dans l'esprit et dans l'idée, c'est que on a réussi un petit coup de force avec cette expo temporaire, c'est que quasiment l'intégralité de ce qui est exposé à travers cette exposition sur le raid de Dieppe a été réutilisé, recyclé, repeint, refait pour éviter d'avoir à utiliser de nouvelles ressources. Et donc c'est un petit peu un coup de force. Et l'ADEME va dans l'autre sens puisque les résultats de ce dispositif Quanti-GES nous démontre que effectivement c'est plutôt une démarche positive. Une autre chose qui semble intéressante à partager avec vous aujourd'hui, c'est par exemple la mise en place de LED au sein du musée et la suppression de certains points lumineux. La quasi-intégralité des points lumineux sont déjà passés en LED à date. Il nous reste quelques points encore à passer sous les mois qui viennent, mais c'est quasiment terminé. Et on a également en parallèle supprimé des points lumineux qui étaient en trop pour réduire la consommation énergétique. Et ce qui est intéressant en fait dans cette histoire-là, c'est que là encore une fois, le dispositif Quanti-GES va dans le sens très très positif de la mise en place de cette action-là. C'est aussi une action qui nous a permis de réduire nos dépenses. Et là récemment, on y reviendra peut-être un peu plus en détail, un peu plus bas dans le déroulé. Mais on a réussi à faire de sacrées économies sur les budgets électricité et énergétique du musée grâce à ce genre d'action. Et pour terminer, peut-être pour cette question-là, une action qui a été intéressante à mettre en place, c'est la question du tarif bas carbone, qui a pour objectif d'une part de récompenser nos visiteurs qui viennent en transport bas carbone au musée, donc le train, le bus et le vélo, et de les inciter en fait à venir différemment sur un site culturel comme le nôtre. Et en remerciement de l'effort qu'ils font pour venir sur Juno en mode bas carbone, eh bien on leur accorde une remise tarifaire sur l'entrée du musée, et aussi parce qu'ils nous aident à réduire notre bilan de gaz à effet de serre, à savoir sur le poste du transport des visiteurs. Effectivement, Clément nous a parlé de ce tarif bas carbone dans la première partie de l'épisode. Donc, j'aurais bien voulu vous demander peut-être un peu plus de précision sur ce tarif bas carbone. Comment vous l'avez mis en place? Est-ce que ça fonctionne bien? Voilà, quels sont les retours? Peut-être si vous avez déjà des retours sur cette démarche? Peut-être qu'on va reprendre ça depuis le début, en fait. Le tarif bas carbone, il est arrivé quasiment aussitôt après avoir terminé le bilan de gaz à effet de serre, pour une raison très simple. Ce qu'on a constaté avec le BGES, c'est que sur les 1100 tonnes de CO2 que le musée a émis en 2019, sur l'année d'activité, plus de 80% des émissions étaient uniquement liées à un seul poste, c'est le poste du transport des visiteurs, dans le scope 3. Donc on s'est dit, il y a quand même, si on fait rien sur ce poste-là, on passe complètement à côté du sujet. Et là, on a imaginé ce dispositif, qu'on a appelé, nous, le tarif bas carbone, qui a pour objectif d'inciter tous nos visiteurs, grâce à cette mécanique prix de la remise sur le ticket d'entrée. Donc la remise, c'est une remise conséquente parce qu'elle fait à peu près 30-33% sur le ticket d'entrée. Mais c'est aussi pour nous l'occasion de mettre en avant un véritable parti pris institutionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche, elle est profonde, on la veut la plus sincère possible, et ça pour nous, par le biais de cette perte d'exploitation, parce qu'on peut pas l'appeler autrement, pour nous c'est de la perte d'exploitation, mais c'est aussi un véritable parti pris institutionnel et un engagement de la part du centre Juno Beach.
Donc du coup, le tarif bas carbone, c'est la première chose qu'on a mise en place une fois qu'on a fait ce constat des 80% d'émissions liées uniquement au transport des visiteurs. C'est un tarif qui s'applique sur des visiteurs qui nous présentent un billet de train à destination d'une gare Norlande, des visiteurs qui nous présentent un ticket de bus à destination de Courseulles, de la ville où est le musée, et des personnes qui nous montrent à l'accueil une photo de leur vélo stationné sur le parking vélo qui est juste à côté du musée. Pour rentrer un petit peu dans le détail, concernant le train, on a vu large parce que l'idée, c'est de faire passer le message à nos visiteurs. On a conscience que si vous venez de loin, par exemple du sud de la France, et que vous venez jusqu'en Normandie en train, vous ne pourrez pas venir jusque Courseulles en train. Par contre, vous aurez décarboné une large partie de votre trajet si vous venez en train jusque Caen ou jusque Bayeux et que vous venez jusqu'au musée en bus ou même si vous louez une voiture. Vous aurez décarboné la majorité de votre trajet. Et nous, l'incitation, c'est ça l'objectif. C'est pour vous récompenser, entre guillemets, de vous accompagner à décarboner cette majeure partie de votre transport. Pour le bus, même réflexion. On s'est dit, bon, bah voilà, les visiteurs qui vont arriver en bus à Courseulles, ils ont plusieurs arrêts de bus. Donc nous, on a vu large. Tous les visiteurs qui nous présentent un titre de transport à destination de Courseulles ont accès au tarif bas carbone. Et le dernier point, c'est pour le vélo. Alors là, sur le vélo, c'est un peu plus délicat puisque on joue sur la confiance, parce qu'on pourrait, il y a probablement des gens qui le font un petit peu, mais on se dit, on a confiance en nos visiteurs. Ils viennent pas dans un musée pour truander, pour acheter un paquet de pâtes ou que c'est. On est quand même sur une autre, sur une typologie de visiteurs, voilà, en laquelle on a confiance et bien souvent, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est nous qui leur présentons le tarif bas carbone à l'accueil parce qu'ils n'avaient même pas conscience que ça existait. Oui, j'imagine. Au début, il faut communiquer aussi sur ce nouveau dispositif. Ouais. Donc voilà un petit peu pour le cadre du tarif bas carbone, de ce que ça représente. Alors peut-être que je peux apporter quelques chiffres. La première année, le tarif bas carbone, la première année d'exploitation, c'était en 2021. C'était 2021 et 2021 on a fait à peu près 150 entrées bas carbone. Sur combien d'entrées vous en faites combien Alors là j'ai un trou de mémoire, c'était à 75 000 je crois. Il faudrait vérifier ça en détail pour qu'on soit juste dans les chiffres, mais c'était à peu près 70-75 000 visiteurs. Et en 2022, là, il y a eu un gap assez important. On est passé de 150 à peu près 1000 tarifs bas carbone. Que la marche est quand même assez importante. On est resté sur le même rythme en termes de communication. On n'a pas fait beaucoup plus. Mais par contre, on a senti un vrai intérêt de la part du public sur cette démarche. Voilà. Et donc, en gros, en 2021, ça représentait beaucoup moins de 1% du nombre de visiteurs. Et on est passé au-dessus des 1% sur 2022. Donc, c'est quand même une belle progression. Oui, en effet. D'accord. Et puis, on va espérer que ça continue sur cette lancée, parce qu'effectivement, c'est une démarche très intéressante. Alors, est-ce que vous avez identifié des difficultés à la mise en place de votre stratégie climat et comment vous les avez surmontées, ces difficultés ? Oui, bien sûr. Alors, des difficultés, effectivement, il y en a eu. Alors déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est la question de la formation, parce que il faut que tout le monde ait le même point de départ et la même compréhension du problème pour embarquer tout le monde dans la démarche. Et ça, c'est pas toujours évident. Et pour nous, ça a fait partie des difficultés à soulever au départ, au lancement du projet RSE. Des difficultés, il y en a eu d'autres avec les parties prenantes un peu plus extérieures à l'institution, que ce soit au niveau des fournisseurs, que ce soit au niveau des institutionnels qui nous entourent. Il y a parfois de la méconnaissance, il y a parfois de l'incompréhension, il y a parfois de la mauvaise foi sur ces thématiques-là. Et donc, nous, on arrive avec nos idées, avec nos projets, et des fois, pour se faire entendre, c'est compliqué. À titre d'exemple, quand on a lancé les bases de ce projet-là de développement durable au sein du centre du Nobile, on a envoyé le projet à toutes les institutions et les gouvernants et les gouvernances locales, régionales et nationales. Les seuls à avoir répondu, ça a été la région Normandie. Le lendemain, on a fait un retour de la part de la région Normandie. Mais au regard de tous les points de contact qu'on a pu démarcher, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup.
Et aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement parce que c'est aussi plus dans l'air du temps. Les gens commencent à comprendre un peu plus ces enjeux-là. Mais au début, on s'est quand même posé quelques questions. On s'est dit, mince, comment on peut faire pour fédérer, pour essayer de trouver des points d'accroche. Donc, ça n'a pas toujours été évident de ce point de vue-là. Ça fait partie des choses, des difficultés qu'on a eu à soulever. Donc, je dirais, c'est la question de fédérer en fait autour de ces questions-là. Et puis tout ça, c'est arrivé aussi en période Covid où, en termes économiques, en termes de temps, il a fallu réussir à trouver un juste équilibre entre est-ce qu'on se lance là-dedans à corps perdu et puis on met un peu de côté le reste. Enfin voilà, il a fallu continuer à faire tourner le modèle malgré tout. Et ça a fait partie des difficultés et ça fait toujours partie des difficultés et de l'équilibre délicat, en tout cas sur lequel repose le chemin de la pensée et de la démarche. Alors justement, pour parler des aspects un peu plus positifs de tout ce que vous avez mis en place, cette stratégie climat, est-ce qu'elle vous a permis d'identifier des opportunités pour votre entreprise et est-ce que ça vous a apporté des choses de mettre ça en place? Oui, alors déjà une opportunité qui me semble assez importante, c'est la question de l'engagement, parce que on est un site culturel, on est un site de mémoire. Le cœur d'activité du Centre Juno Beach, c'est avant tout d'entretenir la mémoire des soldats canadiens qui ont débarqué ici en 44 et qui ont laissé leur vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse avoir la liberté d'enregistrer un podcast comme celui-là. Et donc, la mise en route, en fait, de ce plan de développement durable, mémoire et développement durable, c'est vraiment une opportunité d'engagement, de montrer qu'il y a un véritable engagement institutionnel, et voilà que c'est un sujet. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est un vrai sujet de société, et nous, on estime qu'on a notre part à faire, et donc démontrer notre engagement et faire notre part par ce biais-là, c'est important. Une autre opportunité qui semble intéressante à préciser ici, c'est peut-être la question de l'ancrage territorial. La mise en place le projet RSE qu'on porte au sein de l'établissement, ça nous a permis aussi de créer du lien sur le territoire. Ça nous a permis de créer du lien avec d'autres acteurs, de se fédérer autour de ces thématiques-là, et que ce soit les musées, que ce soit les offices de tourisme, voilà, tous les acteurs en local et de manière un peu plus large. Ça nous a permis de tisser du lien. Et là, petit point de précision avec cette opportunité d'ancrage territorial. Actuellement, on est en train de travailler avec la région Normandie sur la mise en place d'un tarif bas carbone à l'échelle régionale. Donc ça fait partie des opportunités qui découlent en fait de tout ça. Hein. Qu'aujourd'hui, si nous on s'était pas posé ces questions-là, qu'on n'avait pas été entendu de l'autre côté par la région Normandie et soutenu par la région Normandie, tout ça, ça serait pas en cours, ça verrait pas le jour, et donc du coup, c'est vraiment cette question de l'ancrage territorial est importante. Une autre opportunité, c'est la question de la visibilité auprès du public et à destination des visiteurs, parce que c'est vrai que c'est aussi l'occasion pour le centre de pouvoir être identifié comme un site de mémoire qui s'engage sur cette question de développement durable. Voilà, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si aujourd'hui cette question d'engagement a un retour économique ou pas, mais en tout cas ça pose la question d'image de marque entre guillemets, même si j'aime pas trop l'expression, mais d'image institutionnelle en tout cas, cette question-là. Enfin ça met en exergue cette opportunité-là. Ensuite, peut-être que une autre opportunité qui semble intéressante à préciser, c'est la question de la visibilité auprès des instances nationales, voire internationales. On peut par exemple préciser que dernièrement, on a été reçu lors d'un séminaire organisé par le ministère de la Culture. On a été invité à présenter en fait la démarche globale du centre, et on a fait sur la question des mobilités douces. Et pour nous, ça a été l'occasion de pouvoir présenter ça aux plus grands musées nationaux et d'expliquer que en fait c'est possible. Enfin, nous à notre échelle, aussi modeste soit-elle, on a réussi à mettre en place des choses. Allons de l'avant et essayons de nous fédérer et de collectivement trouver des solutions. Et voilà, ça a été pour nous une opportunité aussi de visibilité sur cette question-là. Enfin, peut-être que on peut terminer sur ce point-là, c'est que au niveau des opportunités, ça a identifié en fait la question de la dépendance du centre de Juno Beach à la clientèle internationale. Et pour nous, c'est identifié comme une opportunité parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans un coin de notre tête, dans notre logique de développement économique. Qu'aujourd'hui, on a une forte dépendance à la clientèle internationale,
Nous, c'est à peu près 70% de nos visiteurs qui sont internationaux, européens et nord-américains. Donc, c'est important. C'est important. Et c'est aussi pour ça qu'on a un niveau d'émission lié au transport des visiteurs qui est aussi important. Mais l'opportunité qu'on a eue avec ce projet RSE, c'est d'identifier ce point et ça nous pousse à revoir notre stratégie commerciale pour aller chercher un public plus français, peut-être plus européen. Alors, on est d'accord, on va pas dire aux Canadiens, par exemple, de ne plus venir au centre parce que c'est aussi pour eux qu'on est là. Mais par contre, on va se poser des questions un peu plus de fond pour aller essayer de faire plus de communication, peut-être auprès d'un public français ou auprès d'un public européen qui va peut-être un peu moins utiliser d'avion pour se rendre jusque chez nous. Voilà. Donc, vraiment toute cette question de stratégie commerciale qui a été identifiée et qui fait partie des choses sur lesquelles on travaille maintenant, quoi. Finalement, c'était un risque que vous avez transformé en opportunité. Essayer de transformer en opportunité, c'est aussi le défi et c'est aussi un des enjeux des dérèglements climatiques, c'est qu'aujourd'hui, quel nouvel équilibre on arrive à trouver dans un monde qui va être de plus en plus incertain en termes météorologiques et puis bien plus largement, enfin, un monde qui va devenir un petit peu plus, sand bleu ou je sais pas comment dire, mais qui va devenir un peu plus difficile à vivre. Pour la suite, est-ce que vous avez déjà des résultats? Quelles sont vos prochaines actions prévues pour la suite à venir? La question des résultats est une question qu'on nous pose assez souvent et qui est hyper intéressante. Donc oui, il y a déjà quelques résultats. Par exemple, sur la question de la consommation énergétique, j'en parlais tout à l'heure sur les LED. On a eu une baisse de la consommation d'électricité assez importante suite à la mise en place de plusieurs chantiers développement durable, entre guillemets. Donc là-dedans, on a eu les LED, on a eu l'amélioration de la gestion de la pompe à chaleur et le carport solaire. Et tout ça a fait que... il faut préciser aussi que on s'est formé sur des changements de pratiques en interne. C'est-à-dire qu'on s'est aussi formé pour faire attention à bien éteindre nos ordi, nos lumières, etc., etc. Donc il y a les petits gestes, il y a l'investissement, le changement de pratique, et tout ça a fait que, en fait, depuis 2000, sur une base de 2019, on a réussi à diminuer d'à peu près un petit peu moins de 50% nos consommations énergétiques, enfin nos consommations électriques. Suite à tout ce qui a été mis en place que je viens de citer. Donc pour nous, c'est plutôt conséquent, c'est un beau résultat, donc de par les économies qui sont faites. Dire ça autrement, de par les dépenses qui sont pas faites, parce que là, il y a eu des hausses importantes des coûts énergétiques. Eh bien, nous, cette hausse-là, on l'a entre guillemets peu subie parce que on a eu cette économie en face. Donc voilà, c'est plutôt une belle réussite pour nous. Il y en a eu d'autres, comme par exemple la question de l'eau avec la QAO. On a réussi à limiter les consommations d'eau par l'usage de la cuve de l'eau de récupération d'eau de pluie. Voilà, il y a des points sur la gestion des déchets qui sont des points qui sont assez intéressants à regarder sur la question du recyclage. On va peut-être pas faire l'étalage ici, mais en tout cas, il y a un rapport RSE qui a été publié en début d'année qui semble intéressant. Peut-être que tu pourras partager le lien sur le podcast. En tout cas, il est téléchargeable, ce rapport, sur la rubrique développement durable du centre Juno Beach, et dedans on retrouve vraiment tout ce qui a été fait et tous les résultats qu'on a depuis. Et là, sans transition, ça me permet d'aller vers les étapes suivantes, les prochaines actions. Eh bien, c'est assez simple. Là, aujourd'hui, on a ces premiers résultats. On va refaire un bilan de gaz à effet de serre en fin d'année pour observer l'année 2023. Et puis, à partir de là, on va voir là où on a été bon, là où on n'a pas été bon. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et vers quoi on peut aller et comment on peut orienter tout ça. Donc, il y a peut-être un point important qui semble intéressant à partager ici, c'est que avec le premier BGS qu'on a fait en 2019 et l'année Covid 2020, le BGS, ce qu'on a observé, c'est que notre objectif à horizon 2050, c'est d'atteindre à plein régime une année d'émission comme 2020, année Covid. Donc la marge est hyper importante parce qu'on doit passer de 1100 tonnes de CO2 à peu près à un peu plus de 200 tonnes. Donc la marge est vraiment importante. Mais c'est l'horizon 2050 si on veut suivre les grands accords nationaux que sont les accords de Paris, que sont les objectifs de développement durable ou la stratégie, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Voilà, donc ça, c'est un point qui est intéressant à partager parce que c'est aussi ce qui nous donne le cap et c'est aussi ça qui va nous aider à construire les étapes année après année qu'on va se fixer
en regardant ce point carbone, tout en maintenant un équilibre économique et social de l'autre côté. Donc. D'accord. Merci beaucoup Maxime, c'est plein de beaux projets en tout cas, de belles perspectives donc je vous souhaite le meilleur pour la suite de ce projet et une très bonne continuation et puis effectivement on mettra tous les liens en description, hein, s'il y a des petits documents complémentaires, aucun souci, on mettra tout en description. C'est la fin de ce 3e épisode consacré aux risques et opportunités de la transition pour les organisations. J'espère que les conseils de Clément et le retour d'expérience enthousiaste de Maxime vous auront inspiré et donné envie de progresser dans votre propre parcours de transition bas carbone. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de cette série, consacré à la définition d'une trajectoire de réduction pour son organisation à l'horizon 2050. À bientôt!